Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit devant sur A-News Workwell. Héloïse Hérault est avec nous, avocat spécialisé en droit social chez Ezeis Avocats, qui va nous parler aujourd'hui de la présomption de démission. Ce n'est pas un hasard si nous relevons ce sujet maintenant. Le Conseil d'État a validé récemment la nouvelle loi relative à l'abandon de poste. Un peu de chiffres. Au premier semestre 2022, 70% des licenciements pour fautes graves ou lourdes dans le secteur privé seraient motivés par un abandon de poste. Et ça, c'est une étude d'ARES qui a été faite en février 2023. Est-ce que, Héloïse, déjà, bonjour. Bonjour Claire. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi ce chiffre est aussi énorme ? Alors, le chiffre, il est énorme, puis il est véridique, c'est-à-dire que toute la réforme qui a été faite par le gouvernement se base spécifiquement sur cette donnée qui consiste à dire que lorsqu'un salarié souhaitait partir de son poste, il y avait majoritairement derrière un abandon de poste. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la rupture du contrat, Claire, elle est binaire, elle est soit de l'initiative du salarié, soit de l'initiative de l'employeur. Bon, lorsque c'est de l'initiative de l'employeur, il y a un licenciement et derrière on touche Pôle emploi, c'est-à-dire France Travail aujourd'hui. Lorsque le salarié, lui, souhaite partir, il n'a d'autre choix que celui de démissionner de son poste et donc malheureusement la démission, sauf cas légitime, je pense notamment à on peut démissionner pour suivre son conjoint qui a été muté, donc ça c'est une démission légitime, mais en dépit de ces petites exceptions, la démission ne donne pas droit à elle seule de bénéficier du chômage. Donc il y a la troisième voie qui était la rupture conventionnelle, mais faut-il encore que tout le monde soit d'accord. Donc les salariés qui parfois, et peut-être pas le terme d'ailleurs compte tenu des chiffres que tu viens de donner, qui régulièrement souhaitaient quitter leur poste tout en ne souhaitant pas en fait être privés de Pôle emploi, se voyaient contraints d'abandonner leur poste et l'employeur les licenciait pour faute grave. C'était un motif disciplinaire et ils pouvaient bénéficier du chômage. Alors, on va tout de suite faire la différence entre l'absence répétée et l'abandon de poste. Ah oui, alors Claire, c'est hyper important parce que c'est pas du tout la même chose. L'absence répétée, c'est vraiment des absences perlées. C'est-à-dire que, Claire, un matin, tu te réveilles, tu dis demain, je vais pas au travail, mais j'irai après-demain. Donc, on n'est pas sur une notion d'abandon de poste. Alors que l'abandon de poste, c'est vraiment une absence continue qui se répète soit dans le temps, mais elle est continue, elle n'est pas discontinue. Et cette absence, elle est de manière injustifiée. Le salarié disparaît volontairement de son poste de travail sans autorisation préalable de son employeur, sans justificatif pendant son temps de travail. On reviendra d'ailleurs sur comment ça se passe quand un salarié disparaît et qu'il lui arrive quelque chose. Oui, c'est une vraie question sur les responsabilités, effectivement. Avant le décret numéro 2023-275 du 17 avril 2023, l'abandon de poste ne pouvait pas permettre à l'employeur de considérer qu'un salarié était démissionnaire. En effet, la règle de principe était la suivante, la démission ne se présume pas. Alors Héloïse, maintenant que cette loi a été validée, est-ce qu'on peut présumer de la démission d'un salarié et quelles sont les conditions de cette présomption ? Alors, effectivement, Claire, le fait que la démission ne se présume pas, c'est quand même un concept très fort en droit du travail français. C'est sur les bancs de la fac que je l'ai appris, donc ça date pas d'hier, mais tout de même. Et malheureusement, parce que je dis malheureusement parce que c'est des concepts qui sont quand même très sécurisés, sécurisants, cette nouvelle loi, en fait, est venue un petit peu casser ce concept. Et dorénavant, puisque la loi concerne la présomption de démission, dorénavant, sous certaines conditions qui sont quand même sécurisantes, on peut effectivement présumer d'une démission. Alors, ces conditions, elles sont plutôt liées à la procédure que l'employeur doit mettre en œuvre pour pouvoir aboutir à ce constat de présomption de démission. L'employeur, lorsqu'il constate que le salarié n'est pas à son poste de travail alors qu'il est pendant son temps de travail, qu'il n'a pas justifié ni prévenu, parce qu'on peut prévenir, on peut avoir d'ailleurs une absence qui n'est pas couverte par une absence maladie, on peut tout à fait dire j'ai un problème de crèche, est-ce que je peux prendre mon après-midi, je serai quand même joignable, etc. Donc il faut vraiment que ce soit sans autorisation de l'employeur pendant le temps de travail et sans justificatif médical. L'employeur doit impérativement mettre en demeure le salarié de justifier de son absence et lui donner un délai de 15 jours calendaires pour justifier de cette absence. Le salarié doit y répondre
Et la nouveauté du Conseil d'État que tu citais très justement, Claire, en début de podcast, c'est de dire que le Conseil d'État a affiné le raisonnement en disant « Je suis d'accord pour la présomption de démission, mais à condition que dans ce courrier de mise en demeure, l'employeur alerte le salarié sur les conséquences de l'absence de réponse ou de l'absence de justificatif. Parce qu'il faut que le salarié soit parfaitement informé de ses droits et de ses devoirs. » Donc, quelles sont ces conséquences ? Quelles sont les conséquences ? Et donc, si le salarié ne répond pas ou ne justifie pas de son absence dans les 15 jours, il sera alors présumé démissionnaire. Et donc, tout ce qui va s'en suivre, on va en discuter, sera qu'il sera démissionnaire. Alors, est-ce que tu peux juste nous rappeler les conditions d'un abandon de poste d'un CDD ? Alors, très bonne question également, puisque le CDD n'est pas concerné par cette réforme. Pourquoi ? Ils sont tranquilles, les CDD. Ils sont plus tranquilles, effectivement, que les CDI. Ils ont, de par le Code du travail, uniquement 3 possibilités de rupture du contrat de travail à durée déterminée. Ils peuvent bénéficier d'une rupture d'un commun accord. C'est pas une rupture conventionnelle, mais c'est une rupture d'un commun accord où là, les parties disent on veut bien mettre fin au CDD avant son terme. Ou alors un licenciement pour faute grave ou un licenciement pour inaptitude. La démission, Claire, c'est pas hyper connu, mais la démission n'est pas possible en cas de CDD. Donc la présomption de démission ne l'est pas plus. Très bien. Alors, une fois que ce préavis est enclenché, quelles sont les alternatives possibles ? Alors, on a clairement 3 alternatives. Quand on est présumé démissionnaire, on est démissionnaire, d'accord ? Alors, bien sûr, on est présumé l'être, mais enfin, une fois qu'on n'a pas répondu au courrier, on est démissionnaire. Le préavis, c'est une obligation, Claire. Donc, je prends le cas d'un cadre, par exemple, qui va avoir 3 mois de préavis. Soit l'employeur le dispense dans son courrier de présomption de démission, mais c'est assez rare, on ne voit pas trop l'intérêt de l'employeur de le faire, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, il va percevoir un salaire pendant 3 mois, et puis à l'issue des 3 mois, il percevra son indemnité de congé payé et son attestation France Travail comme étant démissionnaire. Soit l'employeur ne dit rien et dans ces cas-là, le salarié est tenu de faire le préavis en dépit de son abandon de poste. Donc ça veut dire quoi ? Il est tenu de travailler quand même ? Il est tenu de travailler. S'il ne vient pas, il est en absence injustifiée et on peut, Claire, l'employeur peut saisir le conseil de prud'homme pour demander à ce que le salarié qui s'est placé en faute en n'effectuant pas son préavis soit redevable de l'indemnité compensatrice de préavis. Qui peut être très élevé. Qui peut être très élevé. Et sinon, on ne dit rien, statu quo, et personne ne bouge, mais la fin du contrat sera quand même à l'issue des 3 mois. Le licenciement pour faute grave est-il toujours possible ? Alors non, on a eu beaucoup de débats sur ce sujet, Claire, par rapport à la loi et en disant est-ce que finalement l'employeur garde la faculté de choisir s'il veut implémenter un licenciement pour faute grave ou une démission. Aujourd'hui, compte tenu de l'avis du Conseil d'État et de la rédaction des textes, lorsqu'on est face à un abandon de poste, on ne peut plus faire un licenciement pour faute grave. On doit passer par la présomption de démission. Donc ça, c'est un débat qui a été clos récemment. Si l'employeur ne fait pas ce choix-là, Pôle emploi, de toute façon, enfin France Travail, lorsqu'ils réceptionnent le salarié avec l'attestation France Travail, ils ont également la lettre de licenciement. Donc Pôle emploi peut tout à fait, France Travail peut tout à fait décider de ne pas prendre en charge le salarié eu égard au motif du licenciement. Si l'employeur ne rompt pas le contrat de travail ? Alors ça, c'est quelque chose d'assez sensible parce que le gouvernement, lui, écrit sur son site que dans ces cas-là, le salaire est suspendu et l'employeur peut juste suspendre le travail et n'est pas contraint d'implémenter cette procédure de présomption de démission. Moi, je mets un gros bémol sur le sujet puisqu'il y a une jurisprudence de 2019 qui affirme que si le salarié ne se présente plus à son poste de travail, c'est de la responsabilité de l'employeur, soit de le mettre en demeure, soit de rompre le contrat de travail. À défaut, le salarié pourra tout à fait demander à ce que son absence et la carence de l'employeur à réagir soient considérés comme un licenciement oral et donc un licenciement sans cause réelle sérieuse. Donc, c'est normal de chercher où est ton salarié en tant qu'employeur, Claire. Donc, à partir du moment où le salarié ne vient pas, c'est de la responsabilité civile et pénale de l'employeur d'actionner quelque chose. Surtout que, indépendamment de cette présomption
de démission, si on va plus loin, si on regarde plus loin, quelles sont les conséquences de l'absence du salarié? Si tu n'as pas recherché où il était et qu'il a un accident, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est quand même de ta responsabilité. On en discutait un peu en off au début, effectivement, et c'est un peu, je donnais l'exemple aussi de l'enfant qui va pas à l'école. C'est de la responsabilité de l'école d'appeler les parents en disant où est l'enfant. Donc l'employeur, c'est pareil, c'est de sa responsabilité de chercher son salarié. Et parce que d'ailleurs, il a pu lui arriver quelque chose de grave. C'est exactement ça. Il a pu lui arriver quelque chose de grave, auquel cas, on doit initier les démarches. Il a pu effectivement disparaître dans des conditions particulières, maladie, accident de la route, accident de trajet. Donc c'est quand même un lien fort qui existe entre l'employeur et le salarié, puisque l'employeur est responsable du salarié. Tout à fait. Donc là, admettons que le salarié a disparu depuis un petit moment et il te répond et il te dit qu'il lui est arrivé quelque chose ou qu'effectivement il vit du harcèlement au travail. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça, c'est un cas qui est prévu par la loi. Hein. Il est présumé démissionnaire et c'est pour ça qu'on utilise la présomption avant de dire il est démissionnaire. Il est présumé démissionnaire jusqu'à ce qu'il justifie son absence. Il a 15 jours pour le faire. Donc, s'il a eu un accident de la route ou un accident domestique, il va en justifier et donc la procédure va s'arrêter là. Et l'employeur va reprendre en fait le paiement du salaire sous réserve de la situation du salarié. Mais le salarié peut aussi te dire, Claire, moi, j'ai abandonné mon poste parce que j'ai une situation de danger grave, je suis harcelée, je ne veux pas revenir, et donc on est un peu sur un droit qui peut s'assimiler à un droit de retrait. Et dans ces cas-là, l'employeur, pareil, il doit vérifier les griefs qui sont mis en face de lui pour voir si oui ou non ça a du sens, et la présomption de démission ne pourra pas s'effectuer tout de suite. Je pense aussi au droit de grève. C'est codifié, hein, le droit de grève fait partie des cas légitimes dans lesquels tu ne peux pas continuer ta présomption de démission. Donc attention, la présomption de démission, elle n'est présumée justifiée que jusqu'à ce que le salarié puisse t'opposer soit des griefs, soit une situation particulière, sans avoir à obtenir un certificat médical, mais une explication qui puisse permettre à l'employeur de reconsidérer la situation. Et une fois que cette situation est reconsidérée, il trouve, entre guillemets, un accord. C'est-à-dire que voilà, l'employeur, entre guillemets, comprend la situation de l'employé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça part au prud'homme ? Alors, soit l'employeur est diligent et s'arrête là, et donc il reprend le paiement du salaire et on discute et on voit soit le salarié est en accident du travail, dans ces cas-là c'est compliqué, il sera forcément de toute façon sous arrêt maladie, mais il peut y avoir aussi effectivement des employeurs qui ne réagissent pas en disant non, moi j'ai commencé, je veux finir, et dans ces cas-là ça sera vu au prud'homme par une procédure accélérée, puisque les présomptions de démission donnent lieu à une saisine en bureau de jugement direct, c'est-à-dire que le conseiller prud'homme doit enrôler sous un mois, donc c'est assez vite étudié pour déterminer qui de l'employeur ou du salarié a raison sur l'origine de la rupture. Très bien, merci beaucoup Héloïse. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je pense que juste la loi a pu paraître un petit peu brutale à une époque, mais on n'a pas encore de recul sur les chiffres que tu as donnés, sur les 71% de licenciements pour faute grave, mais clairement, je pense que l'abandon de poste a été quand même en net recul, ou à tout du moins, ça a permis peut-être de fluidifier certaines informations, puisque soit tu avais deux situations, l'abandon de poste pur et simple, où le salarié veut pas se battre et dit je m'en vais, là ça le contraint quand même à mettre l'employeur face à ses responsabilités, ou alors l'abandon de poste un peu plus cavalier qui consistait à dire moi je veux toucher mon chômage mais j'ai plus envie de trop travailler dans cette entreprise sans avoir de grief énorme, et ça a coupé clairement un peu court à ce type de pratique qui donnait lieu à beaucoup d'indemnisations France Travail, peut-être parfois injustifiées, je dis bien parfois. Tout à fait. Alors Héloïse, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. On va parler de quoi ? Écoute Claire, j'aimerais bien échanger avec toi sur les risques psychosociaux et notamment la santé mentale au travail. Et d'ailleurs, on va faire une émission à News Workwell très prochainement justement sur la santé mentale. Donc restez très attentifs, ça sera dans Workwell et vous. Eh bien, je vais annoncer des chiffres qui sont eux aussi très alarmants. 60% des employés sont stressés la moitié du temps et près de la moitié affirment venir au travail sans aucun enthousiasme. C'est plutôt triste. C'est triste, c'est alarmant et en fait, c'est le post-Covid. On est sur des pertes de repères. Tu vois, tout ce qui est... on en a parlé, on a fait un podcast là-dessus sur le télétravail. C'est hybride. Les gens savent plus trop en fait où ils travaillent pas. Il y a des pertes de liens sociaux. Donc, il y a un vrai sujet sur la santé mentale au travail. Et la journée mondiale de la santé mentale au travail qui s'est tenue l'année dernière a donné ces chiffres qui sont très très alarmants.
rarement et qui sont pas surprenants. Alors, restez attentifs, on en reparlera justement on en parlera tout court dans le prochain épisode avec Héloïse Hérault, qui, je le rappelle, est avocat spécialisé en droit social chez Ezeis Avocats. Merci à tous de nous avoir suivis. Profitez quand même, soyez heureux, restez joyeux. Restez positifs, Claire. Restez positifs.